sur les héros de la mythologie grecque, les principaux. Et on va tout de suite partir parce que je pense qu'il y aura beaucoup à dire. Donc, hop. Déjà, les héros, c'est quoi? On va commencer par là, je pense. Les héros, ce sont des hommes qui sont nés d'un dieu ou d'une déesse d'un côté et d'un ou d'une mortelle de l'autre. Ils sont souvent les héros et même tout le temps supérieurs à plusieurs niveaux par rapport aux mortels. Ils font des exploits et c'est cette ascendance divine, le fait d'être à moitié des demi-dieux qui l'explique comparé aux mortels. On va commencer avec une très légère introduction que je trouve très intéressante, mais je vais vous mettre des timecodes si vous voulez tout de suite passer aux héros à proprement dit, mais c'est très intéressant, c'est en lien évidemment avec les héros. Et je vais vous parler du mythe des 4 âges selon Hésiode et Ovide, qui sont deux poètes respectivement grecs et latins. Ce qu'ils disent, c'est qu'il y a eu plusieurs âges en fonction des âges, ce serait des ères on va dire. Il y a différentes races humaines qui ont existé. Donc la première c'est l'âge d'or, c'est la première race d'hommes qui ont été créés par les dieux. C'est la période où Chronos régnait encore. Les hommes vivaient alors comme des dieux, ils n'avaient aucun souci, ils étaient toujours jeunes, actifs, jamais malades. Ils ne vieillissaient pas, si jamais ils devaient mourir, c'était vraiment comme s'endormir. Ils n'avaient pas à penser à la chasse ou à cultiver, c'est la nature elle-même qui les nourrissait. C'est-à-dire que le sol produisait tout seul les récoltes. Les hommes vivaient dans la joie, dans la paix, ils avaient des biens immenses. Le printemps était éternel, il y avait des fleuves de lait et de miel. Les hommes étaient tous bons, donc il n'y avait pas besoin de juges ni de justiciers. Et les hommes ne connaissaient pas tous ces mots négatifs, ils ne connaissaient pas la crainte, la guerre, la fatigue du travail, les dangers lors des voyages en mer, tout ça ils ne connaissaient pas. On passe maintenant à l'âge d'argent, c'est la période où Chronos a été détrôné par son fils Zeus. Et là il va naître une race d'humains qui est moins bien que celle d'avant. Zeus, il a réduit la durée du printemps, il a réglé l'année en 4 saisons. Le soleil dessèche les prés, les eaux se couvrent de glace, il faut maintenant cultiver la terre, s'occuper des animaux. Adios les biens immenses et bonjour les grottes et les abris de branchage. Ces hommes-là, par rapport à ceux d'avant, n'avaient pas la sagesse et leur folie les faisait beaucoup souffrir. Si vous avez suivi l'autre épisode, c'est cette race-là qui a été décimée par ceux qui étaient en colère contre eux. On passe au troisième âge qui est l'âge de bronze. La race de bronze, la race humaine de bronze, ce sont des hommes au tempérament rude qui n'ont pas peur de recourir aux armes, mais ce sont des hommes plus justes, plus pieux que la race d'argent qui n'avait aucun respect pour les dieux. Cette race-là, celle de bronze, c'est la race des fameux héros dont je vais vous parler. On les appelle donc demi-dieux, c'est la race la plus célèbre. Ils ont tous un destin extraordinaire et une fin spectaculaire, que ce soit tragique ou pas. Et les moires, donc celles qui décident du destin, leur ont vraiment donné à tous un destin hors du commun qui fait qu'ils restent aujourd'hui dans nos mémoires. On passe au dernier âge, c'est l'âge de fer, c'est aujourd'hui en fait, c'est nous. C'est l'âge des peines, des chagrins, des angoisses, sans honneur, sans loyauté. C'est le triomphe de la ruse, de la mauvaise foi, du crime, de la soif de posséder. La terre qui était alors commune à tout le monde est marquée de frontières. On ne se contente pas de la cultiver
c'est la guerre qui triomphe et la justice a déserté la terre. Et donc c'est fou parce que ça a été, c'est donc ce qui est écrit par Hésiode et Ovide. Hésiode qui est de 700 avant Jésus-Christ et Ovide 43 avant Jésus-Christ. Et c'est l'ère dans laquelle on est censé toujours être. C'était juste pour vous mettre un contexte mythologique. On va commencer avec notre premier héros qui est Persée. Alors, un jour un oracle prévient le roi Acrisios qu'il va mourir de la main de son petit-fils. Pour éviter ça, le roi va enfermer sa fille qui s'appelle Danaé dans une prison dans le but que, enfermée, elle ne pourra pas engendrer de descendance, donc de petit-fils qui pourra le tuer. Mais vous savez qu'il adore les mortels et pas que, hein. Il est amoureux de Danaé et donc il va se changer en pluie d'or. Il va passer à travers les barreaux et il va lui faire un enfant. Comme Danaé, elle est enfermée, personne ne se rend compte qu'elle grossit de jour en jour et quelques mois plus tard, un enfant va naître, un enfant qu'on va appeler Persée. Danaé, elle dit que l'enfant est d'origine divine, mais Acrisios ne la croit pas et il va mettre la mère et l'enfant dans un coffre de bronze qu'il jette à la mer. Le coffre va être emporté par le courant et va finir par s'échouer sur les côtes de Sériphos. Là, un pêcheur qui s'appelle Dictys va recueillir la mère et son fils et va les confier à son propre frère qui s'appelle Polydectès et qui est le souverain de l'île. Au début, Polydectès, il est très gentil avec eux et surtout envers Persée qu'il va vraiment élever comme un prince. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il va tomber amoureux de la mère de Persée, de Danaé. Danaé, elle ne partage pas du tout ses sentiments et en plus de ne pas partager ses sentiments, on a Persée qui surveille sa mère et qui veut pas tellement qu'on lui tourne autour. Alors le roi se dit que puisqu'il ne peut pas séduire Danaé et il met sur le compte de ça le fait qu'il est Persée en fait, il se dit qu'il va utiliser la ruse. Il fait donc semblant de ne plus être intéressé par Danaé et il fait croire qu'il fait la cour à une autre princesse. Il va aller dire à ses courtisans que cette princesse a beaucoup de prétendants et qu'il a besoin de leur aide pour pouvoir la conquérir. Il lui faut des présents pour la jeune fille. Et Sériphos, il dit que c'est une petite île qui n'est pas très riche, donc bref, il a besoin d'aide. Les courtisans s'empressent tous pour aider leur roi et le roi va donc innocemment voir Persée et lui demande si lui aussi il compte l'aider. Persée, il est complètement même super heureux que Polydectès ne soit plus intéressé par sa mère et il lui promet de trouver un cadeau. Et il est tellement content qu'il commence à un peu trop parler et il lui dit qu'il lui rapportera tout ce qu'il voudra. Il lui dit que même s'il le veut, il lui rapportera la tête de Méduse. Et le souverain le prend au mot et envoie Persée chercher cette tête. Et évidemment, il compte sur le fait que Persée va mourir en essayant. Alors, Méduse c'est qui? On n'est pas sûr à 100% de comment elle a été créée, etc. Ce qu'on sait, c'est que c'est un monstre répugnant et horrible. Sa chevelure est remplie de serpents emmêlés. Ses dents sont aussi énormes que les défenses d'un sanglier. Et sa langue pend sur son menton. Vous avez l'image ou pas? Elle a des mains de bronze et elle a des ailes qui lui permettent de fondre sur ses adversaires. Comme si tout ça n'était pas suffisant, Méduse, elle a un regard tellement perçant qu'elle peut transformer en statue de pierre tout ce qui passe sous ses yeux. Méduse, elle a 2 sœurs et les 3, on les appelle les Gorgones. Elles vivent à l'extrémité du monde, à l'Occident, près du royaume des morts. Les 2 sœurs de Méduse, elles sont immortelles, mais Méduse, elle peut être tuée.
Méduse sans avoir à la regarder dans les yeux. Et Hermès va l'aider aussi. Hermès, donc le dieu messager, va lui fournir une serpe d'un métal assez dur pour couper la tête de Méduse. Mais le héros va avoir besoin d'autre chose que les deux dieux Athéna et Hermès ne possèdent pas. Il a besoin de sandales ailées pour pouvoir dans un premier temps approcher les trois sœurs. Il a aussi besoin chez Hadès, donc le dieu des enfers, d'un casque qui rend invisible et d'une besace magique pour pouvoir mettre la tête coupée de Méduse sans qu'il y ait de risque pour lui. Tous ces objets, ils sont gardés par les nymphes du Styx qui n'auront aucun problème à les prêter. Le problème, c'est pourtant qu'il faut les trouver. Mais même Hermès, qui est le plus malin, ne le sait pas. Et il dit qu'il faudrait peut-être demander aux Grées. Alors il y a 3 Grées. Ce sont des sœurs des Gorgones qui vivent aussi à l'ouest du monde, là où le soleil ne brille jamais. Et on les appelle aussi les vieilles femmes. Elles n'ont jamais été ni jeunes ni belles. En fait, elles sont nées vieilles. À elles 3, elles se partagent un œil et une dent qu'elles se repassent de l'une à l'autre. Celle qui a l'œil veille tandis que les autres dorment. Elles connaissent énormément de secrets, mais elles parlent seulement si on les y oblige. Persée va donc se mettre en route pour le bout du monde pour les retrouver. Il va rentrer là où elles sont et il va profiter du moment où l'une d'elles retire l'œil et la dent pour le passer donc à sa sœur. Et il va récupérer et les attraper. Donc à ce moment-là, les 3 sœurs sont donc aveugles. Persée, il les menace de les laisser comme ça si elles ne lui disent pas où se trouve la demeure des nymphes du Styx. Elles sont pas très contentes, mais elles ont pas tellement le choix. Et Persée préfère garder l'œil et la dent et il les plonge dans un sommeil profond. Persée emprunte donc les objets magiques aux nymphes du Styx et il va partir vers le repère des Gorgones. Il passe par des sentiers cachés, il s'avance, il continue son chemin et c'est la nuit éternelle qui règne à cet endroit. Dans une petite lumière, il va distinguer autour de lui des rochers aux formes animales ou humaines. Et ce sont en fait des fauves que le regard de Méduse a pris en pleine course et qu'elle a pétrifié. Il y a aussi des hommes et sur la tête de ces hommes on y lit la terreur juste avant qu'ils soient pétrifiés. Persée va marcher à reculons, il essaye de distinguer la forme de Méduse dans son bouclier, il met son casque, ses sandales et il progresse sans bruit. Et là il voit des formes vagues. Près d'un bloc qui semble tendre ses bras vers le ciel, il voit 3 corps couchés. Ce sont les Gorgones qui dorment. Persée n'a pas peur, il s'approche, il est invisible sous le casque d'Hadès. Il contemple leur reflet. Il faut pas qu'il se trompe en fait, parce que s'il frappe une sœur immortelle, elle ne mourra pas et elle donnera l'alerte. Il repère Méduse en étant sûr que ce soit elle et avec la serpe, tac, il lui tranche la tête. Il met la tête dans sa besace et il sursaute parce que du coup qu'il a coupé surgit un cheval ailé. Le cheval, c'est Pégase. Mais le cheval surgit pas tout seul. Il y a aussi son cavalier qui brandit une épée d'or et lui, c'est Kisaor. Ce sont donc Pégase et Kisaor, les enfants de Poséidon et de Méduse. Kisaor, il attaque au hasard et ça alerte les 2 Gorgones. Mais le casque protège Persée et les sandales ailées vont lui permettre de s'enfuir rapidement avec la tête de Méduse. Persée, il va voler vers le sud et le soir il veut se reposer chez le géant Atlas qui est au pays des Hespérides. Atlas, il est très riche. Il a des troupeaux énormes et il en a plein. Ses arbres donnent des fruits d'or. Persée, il est tout fier de ce qu'il a accompli et donc il se la pète un peu en fait. Donc il se vante d'être le fils de Zeus et d'avoir accompli de grandes choses. Mais le géant, il aime
son or et c'est un fils de Zeus qui aura la gloire de l'emporter. Donc il a peur et il avait fait par peur entourer son verger d'une haute muraille pour vraiment être en sécurité et il fait garder ça par un dragon. Il rembarre donc Persée et il donne à Persée une tape qui, comme c'est un géant qui fait tomber et rouler Persée. Persée, il est meurtri dans son ego, hein, c'est le fils d'un dieu, il vient d'accomplir un truc de ouf et il trouve que vraiment il est vraiment pas hospitalier. Et donc du coup il va mettre la main dans sa besace, il va sortir la tête de Méduse et il va la tendre vers le géant. Le géant va donc se pétrifier et il va se transformer en montagne. Sa barbe et ses cheveux se changent en forêt, ses épaules et ses mains en crête et sa tête devient le sommet et ses os rochers. Faut pas l'embêter, Persée. Donc, pour retourner à Séryphos avec la tête de Méduse, Persée, qui est toujours porté par les sandales ailées, va suivre la côte méditerranéenne vers l'est. Il va traverser le désert de Libye et Hermès va l'aider à porter la tête de Méduse parce qu'elle est très lourde. Dans un lac, il va jeter Persée l'œil et la dent des grès, des vieilles femmes qu'il a toujours. Il y a quelques gouttes du sang de Méduse qui vont tomber dans le sable et il va en sortir un grouillement de serpents venimeux qui vont infester le désert pour toujours. Ensuite, Persée va arriver en Égypte et en survolant la côte, il va percevoir enchaînée à un rocher une belle jeune fille nue et en pleurs. On pourrait croire que c'est une statue de marbre si ce n'était ses cheveux qui bougent avec le vent. Persée, il a un coup de foudre immédiat et sans réfléchir, il va voler à son secours. Et en y allant, il remarque un groupe sur le rivage. C'est un vieil homme immobile qui fixe le large et une femme qui se tord les mains avec désespoir. Persée s'arrête, leur demande des explications. Et ils expliquent qu'ils sont rois et reines d'Éthiopie. Cette jeune femme, elle est innocente, elle s'appelle Andromède, c'est leur fille. Et elle est donc attachée au rocher. Elle paye Andromède pour l'orgueil de sa mère qui s'appelle Cassiopée. En effet, Cassiopée, elle a prétendu que sa fille était plus belle que les Néréides. Ce sont des déesses marines qui se sont plaintes de cette insulte à Poséidon, qui déjà a provoqué un déluge sur le pays. Et il a envoyé en plus un monstre marin pour ravager les côtes, pour se venger du coup. Et donc il devient impossible de pêcher ou de faire du commerce. Et donc les habitants ont consulté l'oracle pour savoir comment régler ça. L'oracle a dit que leur seule chance pour éloigner le monstre, c'était de sacrifier Andromède. Le roi n'avait pas forcément envie, mais ses sujets l'ont forcé à écouter ce que l'oracle avait dit. Et c'est pour ça que la jeune fille est maintenant en train d'attendre la mort sur son rocher. Et il lui explique tout ça à Persée et d'un coup, il y a un grand silence et ils commencent tous à avoir des têtes apeurées. Pourquoi? Parce que le monstre arrive. Il est aussi haut que la proue d'un navire. Il nage vers le rivage. Il repousse les flots de sa poitrine. Andromède, elle a plus que quelques minutes à vivre. Persée, il en profite pour vite fait arracher une promesse aux parents. Il leur dit: si je sauve votre fille, vous me la donnez pour femme. Et eux, ils promettent. Sous le coup de l'émotion, le roi propose même de lui donner son royaume. Persée s'élève alors dans les airs, hein, il a toujours les chaussures, survole le monstre. La bête voit l'ombre de Persée dans l'eau et se trompe et fonce dans l'ombre. Et là, Persée, il en profite, il va sauter sur le dos du monstre, lui enfoncer son fer, son épée, recourbée au creux de l'épaule gauche. Le sang va jaillir, l'animal est furieux, relève la tête et il est venimeux
cet animal et il va chercher à mordre donc Persée. Il va plonger, se redresser, tourner, retourner, on dirait vraiment un animal féroce ce qu'il est. Et Persée, qui a ses ailes, réussit du coup à échapper à ses tentatives de morsure. Il va frapper, frapper, frapper l'animal, mais il arrive bientôt plus en fait à rester dans les airs et il voit alors un rocher à moitié immergé. Il saute sur le rocher, il sort la tête de Méduse. Et ça c'est au cas où la bête le regarderait, mais il n'a même pas besoin parce qu'en fait il le refrappe encore et cette fois-ci il arrive à tuer le monstre. Tout le monde l'acclame. Les parents courent vers leur fille, lui font plein de bisous, on la délivre de son rocher. Persée, lui, il veut se laver les mains sur les rivages pour se débarrasser du sang qui est recouvert et il pose la tête de Méduse face contre le sol et pour que le sol ne l'abîme pas et le sable ne l'abîme pas, il la couche sur un lit d'algues fraîches et là, à son contact, les algues durcissent, leurs branches et leurs feuilles deviennent rigides et c'est comme ça que le corail naît. Andromède, elle tombe amoureuse aussi de Persée et puis il l'a sauvée, donc elle est très admirative et elle veut l'épouser sur le champ. Mais les parents, ils avaient fait la promesse sous le coup de la peur dans le speed, ils sont plus aussi sûrs que ça. Et donc le roi va faire semblant d'accepter le mariage de sa fille avec Persée, mais pour se débarrasser de lui, il va lui tendre un piège. Pendant que Persée est en train de faire un sacrifice pour remercier les dieux qui l'ont aidé, le roi envoie un messager pour avertir l'ancien fiancé d'Andromède que Persée veut l'épouser. Ce qu'il veut, c'est que l'ancien fiancé vienne interrompre les noces et tue Persée. Et en effet, ils ont à peine commencé la célébration que toute une troupe menée par l'ancien fiancé vient réclamer Andromède. De toutes ses forces, l'ex-fiancé va lancer son javelot contre Persée. Persée se baisse, l'évite, le relance. Et là, c'est le signal. Toute la troupe rentre dans une colère sauvage. Il commence à lancer des pluies de flèches, de lances, de javelots sur Persée. Persée, lui, il s'abrite derrière son bouclier. Il rend coup pour coup. On sort les épées. Il y a du sang qui coule. Persée, il se bat comme un lion et il a la protection d'Athéna, mais il est en infériorité numérique parce que ses agresseurs sont plus de 200, donc il est tout seul contre 200. Il va alors prendre la tête de Méduse, la tourner vers ses ennemis qui vont tous se figer dans la position qu'ils étaient d'attaque. Il y a un seul ennemi qui survit, c'est l'ex-fiancé d'Andromède qui est terrorisé, qui ne veut plus combattre et qui supplie Persée de l'épargner. Mais Persée n'a pas de merci et il va prendre la tête de Méduse et l'homme va aussitôt se pétrifier. Maintenant que personne ne peut plus empêcher l'amour d'Andromède et Persée, il va ramener Andromède à Séryphos. Mais quand il y arrive, sa mère est réfugiée dans un temple sous la protection des dieux parce qu'elle l'échappe au roi Polydectès qui n'arrête pas de la harceler. Avec elle, il y a un seul fidèle, c'est le pêcheur qui les avait recueillis. Persée part s'expliquer avec le roi, mais le roi dit qu'il raconte des bêtises, il ne croit pas au fait qu'il ait coupé la tête de Méduse et il dit que c'est des mensonges et donc Persée dit ah bah tu veux pas me croire et regarde et il sort la tête et le roi est changé en pierre. Sans verser une goutte de sang, il a libéré sa mère. Ça va être la dernière fois que Persée va se servir de Méduse. Il va donner la tête à Athéna qui va la fixer sur son égide. Il va aussi rendre à Hermès les objets magiques qui l'ont aidé. Il va mettre sur le trône de Séryphos le pêcheur qui a sauvé sa mère et accompagné d'Andromède et de sa mère Danaé, il va retourner à Argos. Son grand-père, qui est toujours effrayé par l'oracle, préfère s'enfuir en Thessalie, donc à
roi de Thessalie. Persée va participer au pentathlon, mais au moment où il va lancer le disque lui échappe et dévie sa trajectoire. Et le disque va frapper qui? Son grand-père qui était assis parmi les spectateurs, et ça le tue sur le coup. La prophétie s'est réalisée. Persée va enterrer son grand-père, mais ça le gêne de régner sur Argos. Et donc il décide d'échanger son royaume avec son cousin qui règne sur Tyrinthe. Il va s'y installer et il va fonder la citadelle de Mycène que les géants, les cyclopes fortifient pour lui. Les épaisses murailles sont indestructibles et on peut voir au-dessus de la porte l'immense pierre sur laquelle les cyclopes ont sculpté deux lionnes. Persée et Andromède vont y vivre heureux pendant très longtemps. Ils vont avoir 8 enfants et à la mort d'Andromède, les dieux vont la placer parmi les étoiles. Voilà pour Persée. On va passer maintenant à notre deuxième héros, Cadmos. Cadmos, c'est un des plus anciens héros de la mythologie grecque. C'est le fondateur de la ville de Thèbes. C'est un ancêtre d'Œdipe. Comme ancêtre célèbre, il a Poséidon, donc le dieu de la mer. Il est né à Tyr et on le reconnaît parce qu'il tient souvent des dents de dragon à la main. Alors, Europe, c'est la sœur de Cadmos. Europe était aimée de Dieu et il va l'enlever en se transformant en taureau blanc. Agénor va envoyer ses fils à la recherche d'Europe en leur interdisant de revenir à Tyr tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur sœur. Aucun des frères n'y parvient et ils vont s'installer dans différents pays dont ils vont devenir rois. Donc, depuis l'enlèvement d'Europe, Cadmos erre à sa recherche. Cadmos, il était parti avec sa mère. Il était arrivé en Thrace, il a fouillé la région de fond en comble sans trouver sa sœur. La recherche a pris tellement de temps que sa mère est morte. Ses frères, eux, ils avaient abandonné les recherches peu à peu et s'étaient tous installés en Grèce. Cadmos, il se demandait s'il allait un jour réussir sa mission et qu'est-ce qu'il va faire dans le futur. Et donc il va voir l'oracle d'Elphes. L'oracle lui dit de fonder une ville et pour savoir où la fonder, l'oracle lui dit de suivre une vache et que là où la vache va s'effondrer de fatigue, il devra bâtir sa cité. Cadmos, il part pendant de longs mois en voyage et il remarque au milieu d'un troupeau une vache qui porte sur chacun de ses flancs un disque blanc qui est donc le signe de la lune et il va décider de la suivre. L'animal, elle va l'emmener jusqu'en Bossie à 2 jours de voyage et elle va se coucher à un moment sur le côté épuisé. Cadmos va se rappeler ce que l'oracle a dit et va décider que c'est là qu'il va fonder sa cité qu'il veut appeler Thèbes en l'honneur d'une de ses nièces qui s'appelle comme ça et qu'il aime beaucoup. En l'honneur des dieux, il décide de sacrifier la vache à Athéna, mais il a besoin d'eau pour le sacrifice. Un de ses hommes lui dit qu'il y a une source toute proche qui serait la source d'Arès, le dieu de la guerre. Cadmos, il envoie 9 compagnons chercher l'eau. Le soir, il n'y a qu'un seul qui rentre et qui raconte à Cadmos que la source est gardée par un dragon. Les hommes qui étaient partis chercher l'eau et qui sont morts, c'était des amis de Cadmos, c'était des compagnons qui avaient accompagné Cadmos pendant tous ses voyages. Et donc il est effondré et il décide de se venger. Cadmos, il va vers la source et il voit effectivement un énorme dragon qui monte la garde devant l'eau. Les corps de ses amis sont sur le sol étendu. Cadmos, il avance sans trembler vers le monstre, une épée à la main. Le dragon, c'était un serpent géant, aux yeux flamboyants couverts de cailles. Chacune de ses 3 têtes exhibait des rangées de crocs. Il avait une langue chargée de venin et il était très rapide. Cadmos réussit à éviter la première
la lame. Le dragon est blessé et donc Cadmos en profite pour lui planter son épée dans une de ses têtes et il le bat. Athéna apparaît et lui dit que s'il veut un peuple pour habiter Thèbes, il doit semer les dents du dragon. Alors Cadmos obéit, il enlève les crocs dans la gueule du monstre. Il creuse un sillon dans la terre et il répand les dents. Et en quelques instants, des hommes sortent du sol comme des plantes. Cadmos est heureux maintenant. Mais les hommes semés se tournent vers lui et se préparent à l'attaquer. Cadmos, il avait lâché son épée et il a que des pierres dans les mains qu'il peut leur lancer pour les empêcher d'avancer et de l'attaquer. Les hommes semés étaient pas très malins et en fait ils ne comprenaient pas d'où venaient les pierres qu'ils recevaient et que Cadmos envoyait, et donc ils commencent à se disputer entre eux et à s'accuser. Ils finissent par s'attaquer entre eux et par s'entretuer. À la fin, seulement 5 hommes survivent au massacre. C'est suffisant pour créer un nouveau peuple. Cadmos va les nommer le peuple des hommes semés, donc les Spartoi. Mais le dragon de la source d'Arès, c'était le descendant d'Arès, et donc il est furieux et il va apparaître auprès de Cadmos. Il veut punir Cadmos, mais Cadmos est protégé par Athéna et donc Arès n'a pas envie de se disputer avec Athéna qui est une des plus rusées. Il dit alors à Cadmos que pour expier le meurtre, il devra être à son service pendant 8 ans. Cadmos n'a pas le choix, il accepte et après 8 ans d'esclavage, il revient à Thèbes sous la protection d'Athéna et il finit de bâtir sa cité. Zeus va lui accorder la main d'une des filles d'Arès qui s'appelle Harmonie et Cadmos va devenir alors le premier roi de Thèbes. Voilà l'histoire de Cadmos, qui n'est pas non plus le plus connu, j'ai l'impression. Ensuite, nous avons Bellérophon. Excusez-moi. Alors, Bellérophon, il est connu pour avoir dompté Pégase. Ses parents sont Golokos, roi de Corinthe, et Eurynomée, fille du roi de Mégare. Bellérophon signifie tueur de Belléros. Belléros, c'est un noble de Corinthe. Corinthe, c'est la ville que Bellérophon a tuée par accident lors d'épreuves sportives. Il a lancé un disque que ce Belléros a reçu en pleine tête et il est mort. Bellérophon va quitter sa ville natale et va entrer dans Tyrinthe, où il va être amené au roi pour qu'il le purifie de ce meurtre involontaire. Le roi va accepter de le purifier. Bellérophon s'apprête à rentrer à Corinthe quand la reine pénètre dans sa chambre. Elle lui dit qu'elle le trouve beau
arriver à une fontaine qui est pas très loin de là où il se trouve. Athéna lui donne une bride d'or et elle lui dit que s'il la passe autour du cou, Pégase lui obéira. Le héros se rend à la fontaine, il aperçoit Pégase qui n'est pas comme un cheval ordinaire parce qu'il possède une magnifique paire d'ailes. Le héros suit les conseils d'Athéna et réussit à apprivoiser le cheval. Il s'envole maintenant vers la chimère et avec la vitesse de Pégase, il arrive à éviter le souffle du monstre et il va lui envoyer pas mal de flèches. La chimère va hurler de douleur, elle essaye de diriger son haleine mortelle vers le héros, mais c'est un bon cavalier, il réussit à lui échapper. Il a un peu affaibli la chimère qui saigne et il finit par la vaincre. Bellérophon revient vainqueur auprès du roi de Lycie. Mais le roi va lui demander un autre service, il va lui demander d'aller combattre le peuple des Solimes. Le peuple des Solimes, ils habitent tout près, ils se montrent menaçants. Et grâce à Pégase, Bellérophon va y aller et va encore une fois sortir vainqueur. Le roi va encore lui demander un service. Il va lui demander d'affronter les Amazones. Encore une fois, le héros réussit la mission. Il arrive à en massacrer un grand nombre. C'est à ce moment-là que Bellérophon est pris en embuscade de la garde royale de Lycie. Il va égorger tous ses adversaires. Il va rentrer et il va aller demander une explication au roi. Et là, le roi va lui montrer la lettre qui a été adressée par l'autre roi. Dans la lettre, on voit qu'en fait, il lui avait demandé de mettre à mort Bellérophon pour avoir agressé son épouse. D'où toutes les missions qu'on lui a demandées et dont il n'était pas censé survivre. Bellérophon lui redit qu'il est innocent et le roi de Lycie le croit. Il lui dit que vu son courage et sa valeur, il le croit. Et pour se faire pardonner, il lui donne sa fille en mariage. C'est comme ça que Bellérophon va devenir roi de Lycie. Alors sa vie ne s'arrête pas là. Bellérophon, il va faire sa vie. Mais à la fin, il va être victime de son orgueil. Ce qui se passe, c'est qu'il va chercher à atteindre le mont Olympe grâce à Pégase. Et il veut s'asseoir aux côtés des dieux. Zeus est furieux et il envoie un temps piquer Pégase. Bellérophon va tomber de sa monture et va s'écraser au sol. Voilà, je vous avais dit que parfois ils avaient des fins tragiques, là on est clairement dans ça. On va passer maintenant au plus populaire et au plus célèbre des héros, c'est-à-dire Héraclès. Héraclès, qui est appelé Hercule par les Romains. Ne m'en voulez pas si parfois je dis Hercule au lieu d'Héraclès, j'ai beaucoup l'habitude de dire Hercule. Alors, Héraclès, c'est le fils de Zeus et d'Alcmène, qui est la fille du roi de Mycène. Un de ses ancêtres célèbres est Persée. On le reconnaît, Héraclès, au fait qu'il est très grand, très fort et qu'il a une peau de lion sur le dos et une massue à la main. Alors, je vous avais raconté un petit peu son histoire dans la vidéo sur les dieux et les déesses. Zeus a séduit une mortelle qui avait accouché donc de 2 enfants, un de son mari mortel et un de Zeus, donc un enfant mortel et un enfant demi-dieu. Héra, elle était ultra jalouse de Alcmène et elle va envoyer sur le berceau des bébés 2 énormes serpents qui s'attaquent à eux. Héraclès a moins d'1 an, mais il va les étrangler à main nue. Héra, elle a rendu fou Héraclès bien des années après et toujours dans cette idée de se venger, et donc elle l'a rendu fou et donc il a massacré ses enfants et sa femme Mégara. L'oracle des dieux va dire à Héraclès d'aller trouver son cousin Eurysthée, le roi qu'il déteste et dont le pouvoir lui est monté à la tête, et de lui obéir pour réparer ses fautes. Il n'a donc pas le choix. Hercule va arriver à la cité de Mycène, mais
décroché, il s'enfuyait et il allait poursuivre ses petites affaires sûrement machiavéliques. Le neveu d'Hercule va lui conseiller de le repousser dans la grotte pour pas qu'il lui échappe et pour le tuer puisque sa peau du lion résiste à tout. Il lui suggère d'essayer de l'étrangler puisque Héraclès a beaucoup de force. Donc Héraclès va suivre les conseils de son neveu, il va repousser le lion dans la grotte en le menaçant de sa massue. Il va l'attraper et l'étouffer entre ses bras. Le monstre meurt. Hercule va récupérer la peau de l'animal pour s'en faire une armure. Pour découper la peau, il va utiliser les propres griffes de l'animal. Et donc je vous ai dit qu'un signe de reconnaissance, il avait souvent une peau de lion. C'est de ce lion-là. On va ensuite imposer un deuxième travail à Hercule, c'est éliminer l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne, c'est un serpent géant qui a 7 têtes, dont une immortelle et qui a une haleine mortelle. Hercule va donc au marais de Lerne, il va commencer par couper une des têtes du monstre et il allait couper les autres quand il se rend compte que 2 repoussent. Tu coupes une tête, il y en a 2 qui repoussent. Son neveu a donc l'idée de cautériser la plaie et du coup pendant que Héraclès coupait les têtes, son neveu les brûlait à chaque fois et du coup ça empêchait les chairs de renaître. Il brûlait les blessures en fait au niveau où c'était coupé. Hercule réussit donc à trancher toutes les têtes qui sont mortelles et à tuer l'hydre et il va couper la dernière tête immortelle et il va l'enterrer vivante sous un énorme rocher pour qu'elle ne puisse plus nuire. En troisième travail, on lui demande de capturer le sanglier d'Érymanthè. Il va donc aller attraper cet énorme sanglier du mont Érymanthè. Après l'avoir fatigué en le poursuivant pendant de longs mois dans la neige, il va le rapporter sur ses épaules à Mycène et il va forcer les portes du palais. Il ne pouvait toujours pas y entrer, donc il arrive à forcer les portes. Et Eurysthée est terrifié et va se cacher dans une grande jarre de bronze. Hercule lui dit qu'il a assez travaillé pour lui et que ça y est quoi, il a débarrassé le monde de 3 monstres, c'est plus que suffisant. Mais il lui dit que Eurysthée lui dit que bah non, parce que les 2 premiers travaux ne comptent pas parce qu'il s'est fait aider par son neveu. En 4e travail, on demande donc à Hercule d'aller capturer la biche de Cérynie. Donc il part pour la Cérynie à essayer de capturer une biche gigantesque qui a des bois dorés et des sabots d'airain. Il doit la capturer mais il ne peut pas la tuer parce que la biche est sacrée. Il va alors la poursuivre pendant 1 an. Il va finir par la toucher avec une flèche pour l'affaiblir et la porter donc à Mycène. Ensuite, on lui demande en 5e travail de tuer les oiseaux du lac Stymphale. Donc il tue à coups de flèche les oiseaux du lac Stymphale qui possédaient des plumes de métal et qui dévoraient les hommes. En 6e travail, on lui demande de nettoyer les écuries d'Augias en 1 jour. Les écuries n'avaient pas été nettoyées depuis 1 siècle. Il a donc eu l'idée de détourner 2 fleuves qui s'appellent l'Alphée et le Péné pour leur faire traverser les étables et emporter avec l'eau tout le fumier. Il revient devant les murs de Mycène, mais le garde l'arrête encore à la porte. Il dit que Eurysthée refuse de comptabiliser ce travail parce qu'il a reçu un paiement. En effet, Hercule a demandé à Augias une partie de son royaume s'il arrivait à nettoyer les écuries en 1 jour, mais Augias a refusé. Peu importe, il a quand même demandé, donc il doit poursuivre les travaux. En 7e, on lui demande de capturer le taureau de Crète. C'est un taureau monstrueux qui crachait du feu par les naseaux et dévastait l'île. Il va réussir à la capturer et le rapporter vivant à Mycène et le livre à Eurysthée, qui va de nouveau se cacher dans sa jarre de bronze. En 8e, on lui demande de capturer les juments de Diomède.
propres chevaux. Les animaux se calmèrent et vont accepter de suivre le héros jusqu'à Mycène. En 9e travail, on va lui demander de rapporter la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Donc cette fois-ci direction le royaume des Amazones. Il va en fait demander simplement à la reine sa ceinture et la reine va être émue par l'histoire du héros et va accepter de lui donner la ceinture. Mais une des Amazones s'en prend à Iolaos en l'insultant et en le menaçant. Héraclès se lève et une bataille commence contre les Amazones. Le héros va tuer Hippolyte la reine par erreur alors qu'elle cherche à s'interposer. L'Amazone qui avait déclenché les hostilités change alors de visage. En vérité, c'était Héra, qui ensuite va disparaître dans un rire machiavélique. Elle veut vraiment pas le lâcher. Le héros et son neveu vont fuir le pays des Amazones, mais mission réussie. En 10e travail, on va lui demander de voler les bœufs du géant Gérion. Donc c'est dans l'île d'Érydie. Il n'y a aucun navire qui était assez grand pour transporter les bœufs sur la mer. Et Hélios, le soleil, va accepter de prêter son vaisseau à Hercule qui a donc pu mener les troupes jusqu'à leur destination. En 11e travail, on a capturé Cerbère qui est le chien des enfers. Hercule va donc descendre aux enfers avec son neveu par une grotte qui se trouvait sur le cap Ténare. Cerbère, c'est le chien à 3 têtes. Il possède un dard de scorpion au bout de la queue. C'est donc un monstre infernal qui va essayer de mordre plusieurs fois Hercule, mais Hercule va finir par le maîtriser. Il va remonter à la surface par une entrée proche de Mycène et va le présenter devant la jarre d'Érystée qui est du coup toujours dans sa jarre. Paniqué, il va lui demander de le faire partir et Hercule lui dit qu'il le fera partir, donc le chien à condition de n'accomplir plus qu'un seul travail pour lui et le roi va accepter. Le dernier travail, c'est rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides. Alors les pommes d'or, elles appartenaient à Héra qui avait donc un pommier magique qu'elle avait reçu en cadeau de mariage et elle l'avait fait planter auprès du mont Atlas. L'arbre était protégé par un dragon à 100 têtes immortelles et gardé par 3 nymphes du soir, les Hespérides. Donc super, le dernier travail. On raconte que le seul capable de cueillir les pommes d'or, c'est Atlas, le géant qui portait la voûte du ciel sur ses épaules. Hercule et son neveu vont donc trouver ce géant-là. Alors Atlas, il veut bien les aider, mais il supporte la voûte du ciel et donc s'il part, elle va s'écrouler sur tout le monde. Et donc Hercule va lui proposer de le remplacer pendant que lui, Atlas, va cueillir les pommes. Quand Atlas revient avec les pommes, il lui propose d'aller lui-même apporter les pommes à Eurysthée. Évidemment, il essaye de ruser pour piéger Hercule et pour ne pas avoir à reprendre sa place, qui est très pénible. Alors Hercule est aussi rusé, donc il va faire semblant d'accepter et innocemment il va demander à Atlas de juste lui retenir quelques secondes la voûte du ciel pendant qu'il prend un petit coussin pour ses épaules parce qu'il lui dit qu'il n'est pas aussi résistant que lui. Atlas accepte et dès qu'Atlas reprend la voûte sur le dos, Hercule va ramasser les pommes d'or et va fuir vers Mycène. Il va arriver devant Eurysthée qui va enfin oser sortir de sa jarre de bronze. Le roi va accepter les pommes d'or et lui annonce que ses travaux sont finis. Ils vont donner un sacrifice aux dieux et Hercule sera enfin lavé de sa faute. Hercule, il a une fin qui est si tragique et héroïque. Donc en fait, une fois qu'il a fini ses travaux, il va continuer à vivre d'autres aventures. Il va participer à des guerres, il va fonder des cités et il va épouser Déjanire, une princesse. Un jour, ils doivent traverser un fleuve et un centaure
Nessos propose d'aider Déjanire à passer sur son dos, mais au milieu du fleuve, il va essayer d'enlever Déjanire. Héraclès est furieux, il va tirer une flèche trempée dans le sang empoisonné de l'hydre de Lerne et il va blesser mortellement Nessos. Mais avant de mourir, le centaure trompe Déjanire. Il va lui dire que son sang est un filtre d'amour qui fera qu'Héraclès l'aimera pour toujours, mais en vérité le sang est toxique, mortellement. Des années plus tard, Déjanire a peur qu'Héraclès tombe amoureux d'une autre femme et elle décide de lui offrir une tunique imprégnée du sang de Nessos en pensant raviver son amour. Mais dès qu'Héraclès met le vêtement, le poison va s'infiltrer dans sa peau et le brûler de l'intérieur. C'est une douleur atroce, il va tenter de l'arracher mais la tunique va rester collée à sa chair. Il souffre trop, il voit qu'il va pas pouvoir échapper à cette souffrance et donc il fait construire un bûcher funéraire sur le mont Euta. Il va s'y allonger et il va demander, selon les versions, ou à un ami ou à son fils d'y mettre le feu. Il va mourir dans les flammes, vraiment en héros, en acceptant son destin. Mais ce n'est pas la fin de Hercule parce que Zeus, donc son père, ne va pas laisser son fils périr comme un mortel. Il le fait donc monter sur l'Olympe et Hercule devient immortel. Il est accueilli parmi les dieux et il va épouser Hébé, la déesse de la jeunesse. Voilà pour Hercule, le plus célèbre des demi-dieux. On passe maintenant à un qui est aussi très célèbre, c'est Thésée. Thésée, il a une vie qui est marquée autant par les malheurs que par la réussite. C'est un des plus grands rois d'Athènes et c'est lui qui a commencé à mettre en place la démocratie. Ses parents, ce sont Égée, le roi d'Athènes, et Aédra, la fille du roi de Trézène. Un de ses ancêtres célèbres, et pas des moindres, c'est Héphaïstos, et un de ses descendants célèbres, c'est Hippolyte. En signe de reconnaissance, il porte une massue de bronze. Thésée, il est élevé par sa mère Aédra à Trézène. Elle attend qu'il a 16 ans pour lui révéler qu'il est le fils du roi d'Athènes, Égée. Elle lui explique que son père avait placé sous un énorme rocher des sandales et une épée. Si il réussit à le soulever, il peut rejoindre Égée. Sans effort, Thésée déplace la roche et se met en route pour Athènes. Pour vous raconter la suite de l'histoire de Thésée, je dois vous raconter en parallèle l'histoire du roi Minos. Le roi Minos, il avait un fils qui s'appelait Androgée, qui un jour est parti pour Athènes pour participer à des jeux athlétiques. Androgée, il gagnait tous les jeux et ses concurrents qui étaient jaloux vont l'assassiner. Minos, son père, va donc attaquer Athènes, va vaincre le roi Égée et va exiger de lui en contrepartie qu'il lui livre chaque année 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles. Égée n'a pas eu le choix que de céder. Pourquoi il lui demande 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles? Parce qu'en fait Minos, il avait un autre fils qui était mi-homme, mi-taureau et qu'on appelait le Minotaure. Le Minotaure se nourrit de chair humaine et le roi l'avait enfermé dans le labyrinthe et du coup il lui offrait les jeunes Athéniens comme repas. Le Minotaure, il dévorait les prisonniers un par un. Et dans ce labyrinthe, il y a plein de salles, plein de couloirs, donc personne n'a jamais réussi à sortir du labyrinthe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a lui-même placé là, le monstre. Thésée, quand il arrive à Athènes et qu'il apprend tout ça, il décide d'embarquer en secret pour la Crète avec les futures victimes du Minotaure. Son idée, c'est de tuer le monstre pour délivrer Athènes, de devoir donc toujours donner ces jeunes hommes et ces jeunes femmes. Son père lui donne 2 jeux de voile, des noirs pour l'aller, symboliquement pour pleurer la future mort des Athéniens envoyés, et des blanches pour le retour pour dire que on revient, tout va bien. Quand le bateau arrive au port, toute la famille royale attend les prisonniers. Thésée, il baisse la tête
rougir. Les Athéniens sont enfermés dans le labyrinthe. C'est un immense palais aux murs épais, il n'y a pas de fenêtres. L'édifice semble sans fin. À l'intérieur, c'est une obscurité presque totale, mis à part quelques trous dans le plafond qui apportent un peu de lumière. Ça va leur suffire pour réussir à voir des squelettes desséchés des victimes précédentes. La seule arme que Thésée a, ce sont ses poings. Thésée, il croit entendre le Minotaure qui approche. En vérité, c'est la princesse Ariane qui s'approche et qui va lui tendre une pelote de laine rouge. En chuchotant, elle lui explique que ça va lui servir à parcourir le labyrinthe sans se perdre. Il n'aura que à défiler le fil derrière lui et à le suivre pour revenir à son point de départ. Ariane lui fait jurer que quand il va sortir, il va l'emmener à Athènes et il va l'épouser, et il le jure. Elle va aussi lui demander de ne pas faire souffrir le Minotaure qui est donc son demi-frère. Thésée va tenir parole avec le fil d'Ariane, il va aller dans le labyrinthe, il va laisser les autres prisonniers derrière lui, il va marcher pendant longtemps et il arrive à se guider avec les cris du Minotaure. Il se retrouve donc face au monstre. Et le monstre est gigantesque. Le héros va réussir à lui donner plusieurs coups de poing. Le monstre va être étourdi, va reculer et Thésée va en profiter pour le frapper encore et encore et va finir par le tuer. Il revient sur ses pas en suivant le fil rouge et libère les autres. Dehors, dehors à la sortie du palais, il n'y avait plus personne. Les gardes ils étaient partis parce qu'ils étaient tous sûrs. Enfin, chaque fois le Minotaure tuait tout le monde, donc personne n'était là pour surveiller. Mais Ariane était là. Donc ils vont monter à bord du navire qui les avait déjà amenés. Et puis ils vont saboter avant les bateaux de Minos pour éviter qu'ils soient poursuivis. Après quelques jours de navigation, ils vont s'arrêter sur l'île de Naxos pour trouver des provisions et de l'eau. Ariane, elle est épuisée, elle va s'allonger sur la plage et s'endormir. Thésée, il a tenu sa promesse, mais il n'aime pas la jeune femme. Et au moment où il se fait cette réflexion, Dionysos apparaît. Dionysos dit qu'il a aperçu Ariane, qu'il a eu un coup de foudre, qu'il délie Thésée de sa promesse. Certaines versions disent que Thésée a juste abandonné Ariane sans l'intervention de Dionysos, mais que après Dionysos va la voir et va la récupérer. Bref, Thésée remonte sur son navire et va voguer en direction d'Athènes, et quand ils arrivent, ils vont trouver un peuple triste et silencieux. C'est tragique, mais le père Égée, il attendait le retour de son fils depuis le haut de l'agropole, et quand il a aperçu les voiles, il a cru que son fils était mort et il s'est jeté dans la mer. Parce que effectivement Thésée a oublié de changer les voiles et les voiles sont restées noires, donc son père a cru qu'il était mort. Thésée va devenir le roi d'Athènes et comme première mesure, il décide de renommer la mer où son père s'est noyé avec le nom de son père qui s'appelle donc la mer Égée. Voilà pour Thésée. On va continuer avec plus c'est un inventeur plus qu'un héros, mais on va le mettre un peu avec les héros. C'est Dédale qui va avec l'histoire de Thésée, c'est pour ça que je vous le dis à la suite. Dédale, c'est donc un inventeur, c'est lui qui a construit le labyrinthe. Et le Minotaure, du coup, il a été tué, Ariane elle a été emmenée, et du coup le roi Minos pense que c'est Dédale qui les a aidés. Et pour le punir, il l'enferme dans le labyrinthe avec son fils, le fils de Dédale qui s'appelle Icare. Icare, il est complètement découragé et il sort une phrase du genre « On est foutu, notre seule solution serait de savoir voler ». Et là, ça donne une idée à Dédale. Pendant des jours, il va charger son fils de ramasser toutes les plumes perdues par les oiseaux qui nichaient sur le toit du labyrinthe. Dédale va extraire de la cire des ruches du labyrinthe. Il va appliquer la cire sur les bras
s'envoler, le père va, parce que dans le labyrinthe il y a un endroit où il y avait un trou, hein. Avant de s'envoler, le père va prévenir à son fils que la cire est fragile et qu'il ne faut pas trop s'approcher du soleil pour ne pas la faire fondre. Son fils promet et ils arrivent à voler et à s'enfuir. Mais Icare va oublier ce que son père lui a dit et va s'élever toujours plus haut. Son père avait raison, la cire a commencé à fondre, les ailes se détachent et Icare va tomber et se noyer au large de l'île de Samos. Et il meurt du coup. Dédale, il est inconsolable et il va se cacher en Sicile chez le roi Cocalos parce que Minos avait appris leur évasion et les poursuivait. Cocalos va proposer une énigme à l'architecte. L'énigme, c'est faire passer un fil dans la coquille d'un escargot. Dédale va attacher le fil à une fourmi qui va rentrer dans les spirales de la coquille et tout de suite le roi s'excuse. Il lui avoue que c'est un piège de Minos qui propose ce défi partout où il passe parce qu'il sait que seul Dédale arriverait. Il est désolé, il veut l'aider, mais il est moins puissant que Minos. Dédale va alors lui demander où est Minos. Et le roi lui dit qu'il est dans sa chambre prêt à prendre un bain. Alors l'architecte lui dit de faire bouillir de l'eau et de lui apporter ses filles. Dédale va construire un système de tuyaux au-dessus du bassin. Il dit aux filles de conduire Minos au bain puis de partir. Mais Minos se méfie et leur demande d'entrer dans le bain avec lui. Quand il voit que le bassin est sans danger, il congédie les filles. Et là, Dédale en profite pour faire couler dans les tuyaux de la poix brûlante. C'est une matière très collante qui va se déverser sur Minos, qui va mourir quasiment sur le coup. Dédale est sauvé et vengé. Il va bâtir de nombreux bâtiments pour le roi qui l'a accueilli et édifier un tombeau pour Icare où il va graver le récit de leur aventure. Voilà, c'était très court, mais je pense qu'il méritait qu'on parle de lui. On passe maintenant à Atalante. Atalante, qui est une des rares héroïnes. C'est la fille de Iasos, le petit-fils de Zeus, et de Clymène. Son père ne voulait que des garçons et donc il va abandonner Atalante à sa naissance dans une montagne. Elle a été nourrie par une ours puis recueillie par des chasseurs qui vont l'élever comme leur enfant. Un jour, le roi Eunée d'Étolie oublie d'honorer Artémis dans un sacrifice. La déesse, elle est offensée et elle va envoyer un énorme sanglier monstrueux ravager les champs de Calydon. Pour s'en débarrasser, Eunée réunit les plus grands héros de Grèce, Méléagre, Jason, Thésée, Castor et Pollux et Atalante, la seule femme du groupe. Quand la bête surgit, tout le monde a peur. Atalante, elle est rapide, calme, elle tend son arc et elle touche la première le sanglier d'une flèche en plein dans le flanc. Les autres héros achèvent ensuite l'animal. Mais Méléagre déclare qu'Atalante mérite tout l'honneur parce que c'est elle qui l'a blessé la première. Méléagre lui offre la peau du sanglier comme trophée, mais ses oncles, furieux qu'une femme soit honorée, veulent la lui arracher. Méléagre, indigné, va les tuer. Ça va déclencher une tragédie familiale terrible. Toujours à son sujet, elle ne voulait se marier à aucun prix. Elle s'était consacrée à la déesse Artémis, mais elle était tellement belle qu'elle avait beaucoup de prétendants. Et pour se débarrasser de ses prétendants, elle disait qu'elle n'épouserait que celui qui sera capable de la battre à la course. Et comme elle était très rapide, ça n'arrivait jamais qu'elle perde. Et elle tuait ensuite les vaincus. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Hippomède qui va demander l'aide de la déesse Aphrodite. Aphrodite va lui donner 3 pommes d'or du jardin des Hespérides. Il va arriver pour faire la course et pendant la course, chaque fois qu'Atalante le rattrapait, Hippomède lançait une pomme d'or et elle, curieuse et séduite par l'éclat des pommes, ralentissait pour les ramasser. Et ça a permis à Hippomède de gagner la course.
a chassé. Finalement, elle l'a aimé. Et là, il y a deux versions. Soit ils ont oublié de remercier Aphrodite, soit une version dit qu'ils ont couché dans un des temples de la déesse Cybèle. En tout cas, la finalité est la même. Ils ont été transformés en lions. Mais ils ont continué de s'aimer. Et pour finir sur elle, parce qu'il n'y avait pas tant de choses, c'était plus compliqué de trouver des trucs sur elle. Elle fait partie des Argonautes, donc les 50 héros rassemblés par Jason pour accomplir sa quête de la Toison d'Or. Voilà. On passe maintenant à un très célèbre, j'ai nommé Oedipe. Alors Oedipe, qui a eu de nombreux exploits dont on connaît moins à cause de son destin. Alors Oedipe, il est souvent représenté avec un bâton de voyageur, bavardant avec le sphinx, et il a des cicatrices aux chevilles. Son histoire, c'est que Oedipe il a été trouvé et élevé par le roi de Corinthe. Mais il gardera de cet épisode des cicatrices qui vont lui valoir son nom Oedipe. Oedipe qui veut dire pied enflé. Oedipe, il va prendre la route de Delphes en espérant que l'oracle va lui révéler qui sont ses véritables parents. Parce que lui, depuis petit, il croyait que le roi et la reine de Corinthe étaient ses parents. Mais la veille, il y a un homme bourré qui l'a insulté et qui lui a dit qu'il était un enfant adopté. Il est allé interroger ses parents et le roi n'a pas voulu lui dire qui était son père. Ruminant de cette conversation, en fait, il est en train de repenser à cette conversation. Et du coup, il voit pas arriver un char en face du sien qui est conduit par un vieil homme qui refuse de le laisser passer. Ils commencent à se disputer et le cheval d'Oedipe est tué. Et là, Oedipe est pris de colère et il va tuer le vieillard et ses serviteurs. Il va ensuite arriver à Delphes pour interroger l'oracle qui va refuser de lui donner le nom de ses parents mais qui va lui délivrer une prophétie terrible. L'oracle lui dit qu'il va tuer son père et qu'il épousera sa mère. Oedipe s'enfuit parce qu'il ne veut pas retourner à Corinthe pour ne pas blesser ses parents. Il va errer sur la route et il va entendre parler du sphinx. Le sphinx, c'est un monstre qui terrorise la ville de Thèbes, qui arrête tous ceux qui veulent entrer ou sortir de la cité et qui leur soumet des énigmes. Il dévore les malheureux qui ne connaissent pas la réponse, c'est-à-dire en fait tout le monde. Donc Oedipe décide de se rendre à Thèbes. Il arrive et il va découvrir le fameux sphinx qui est perché sur un rocher. En réalité, c'est une sphinge. C'est un mélange de corps d'un lion à celui d'une femme et elle a des ailes d'oiseau de proie. Avec une voix grave, le sphinx lui dit son énigme. Quelle est l'être qui marche tantôt à 2 pattes, tantôt à 3, tantôt à 4, et qui, contrairement à la loi générale, est plus faible quand il a le plus de pattes? Oedipe va réfléchir et il va lui répondre l'homme. Le sphinx va grimacer, se dresser sur ses pattes et s'élancer dans le précipice voisin. Il va s'écraser au fond du ravin et mourir. Oedipe va pénétrer dans la ville, il est accueilli par des cris de joie et Créon, le régent, va marcher vers lui pour le remercier. Et comme il les a sauvés, il va lui ouvrir la main de la reine, sa sœur Jocaste, qui est veuve depuis peu. Oedipe va devenir souverain. Il épouse donc Jocaste, ils ont 4 enfants et ils vont vivre heureux pendant de longues années. Mais un jour, la peste se répand dans la ville. Oedipe, il envoie Créon à Delphes pour consulter l'oracle et Créon revient en disant que les dieux sont très mécontents parce que la mort du roi Laos n'a jamais été réglée. Laos, c'est l'ancien mari de Jocaste, donc la femme d'Oedipe. Oedipe, il maudit aux yeux de
Iolaos avait abandonné son enfant en le suspendant à un arbre par les pieds. Vu que lui, il a des cicatrices aux chevilles, il va commencer à dire c'est pas moi quand même le fils de Laos. Il va donc interroger Jocaste qui lui dit ah non mais t'as vraiment pas à t'inquiéter. Et là elle lui explique que Laos a été averti par un oracle que s'il avait un enfant avec Jocaste, celui-ci tuerait son père, mais que pourtant il a pas été assassiné par son fils. Elle lui dit il a été assassiné par des brigands sur la route qui conduit de Corinthe à Delphes. Oedipe y demande si cette route est trop étroite pour laisser passer deux chars en même temps et elle dit oui oui. Et là Oedipe comprend tout, donc la prophétie s'est révélée. Il a donc tué son père et Jocaste avec qui il est marié, il a eu 4 enfants et sa mère. Il est pris de folie, il se crève les yeux et Jocaste se pend. Créon va bannir Oedipe de Thèbes puisque Oedipe, quand il cherchait qui était le meurtrier de l'ancien souverain, avait dit on bannira celui qui a fait ça. Et les 2 fils d'Oedipe vont l'accuser de la mort de leur mère et de la peste qui ravage la ville. La seule qui va le soutenir, c'est sa fille qui s'appelle Antigone. Je m'excuse parce qu'à la fin d'Oedipe, je me suis un petit peu enflammée, j'ai l'impression. Je sais pas si c'était toujours détendant, mais je me suis sentie un peu m'enflammer. On passe maintenant à Jason. Non, je rigole, Jason. Jason qu'on reconnaît parce qu'il porte une peau de panthère. Alors, Jason qui a monté l'expédition mythique des Argonautes pour aller chercher la toison d'or. Je vais pas vous en dire plus parce que tout ça, vous aurez les infos après. Alors, l'histoire de Jason part avant Jason. Donc, Aéson, qui est le père de Jason, a été chassé du pouvoir par son demi-frère Pélias. Jason va s'exiler sur le mont Pélion et il va recevoir les leçons du centaure Chiron qui a formé plein de demi-dieux. Quand il a eu l'âge adulte, Jason décide de repartir pour réclamer sa couronne. Pélias, quand il voit débarquer Jason, il le reconnaît direct, il comprend ce qu'il vient faire ici et il décide d'utiliser la ruse. Et donc avant même que Jason parle, se présente ou quoi que ce soit, il lui demande innocemment quel châtiment Jason réserverait à quelqu'un qui conspire contre son roi. Et Jason dit « Je l'enverrai chercher la toison d'or ». La toison d'or, c'est la peau dorée d'un bélier ailé qui avait été envoyé par Zeus pour sauver 2 enfants. Les enfants étaient sauvés et pour remercier les enfants, ont sacrifié le bélier et ont offert la toison au roi de Colchide. Et maintenant cette toison, elle est clouée à un chêne et gardée par un dragon. Il y a peu de chances de survie pour la personne qui voudrait récupérer cette toison. Le roi va donc sauter sur le gaz. Jason il est allé les 2 pieds dans le plat, et enfin pas les 2 pieds dans le plat, mais il a marché à fond dans le truc et du coup le roi va accuser Jason de vouloir lui prendre le pouvoir et le condamne à aller chercher la toison d'or. Comme c'était la seule façon d'éviter une guerre avec Pélias, Jason va accepter. Mais Athéna va décider d'aider Jason. Elle lui conseille de construire un immense navire taillé dans un chêne sacré, d'appeler le navire l'Argo, Argo qui veut dire le rapide, et de prendre avec lui les 50 plus grands héros de son temps. Ensuite, elle lui apporte la proue du navire qui est construit dans un bois magique et qui est doué de paroles pour que elle, Athéna, puisse donner des conseils aux Argonautes qui sont donc les héros qui vont monter à bord de l'Argo. Pour l'équipage, il va rassembler entre autres Thésée, Atalante, Castor et Pollux, Héraclès, Iolaos, Orphée, pour ne citer que, vu que je vous en ai
voyager jusqu'à la Colchide a été long et rempli de péripéties. Il fallait aussi s'y attendre avec autant de demi-dieux à bord. Ils ont dû échapper aux femmes de l'île de Lemnos qui avaient tué tous leurs maris, leur père et leur fils. En chemin, ils s'arrêtent 2 fois chez les Dolions. La première fois, tout se passe bien, mais la deuxième fois, ils sont pris pour des pirates et il y a une bagarre. À un moment, ça j'avoue ça m'a fait rire ça, ils ont perdu Hercule. Donc en fait, Hercule il est parti chercher une nouvelle rame parce qu'il avait cassé l'ancienne avec sa force. Sauf qu'il est jamais revenu au final parce qu'il a été pris par d'autres aventures. Pollux a vaincu le roi des Bébris à la boxe et donc il y a eu une bagarre encore avec le peuple. Ils ont délivré le devin Finet qui était aveugle et que les harpies embêtaient en souillant tous ses repas de leurs excréments. Et ils ont dépassé de justesse les Symplegades qui sont des rochers qui se referment pour écraser les navires. Le voyage vraiment de l'enfer. Ils finissent par arriver à Aea en Colchide et demandent au roi Aétès la toison d'or. Il va accepter à condition que Jason les débarrasse de 2 taureaux monstrueux aux sabots de bronze qui soufflent le feu par les naseaux. Le soir, la fille du roi qui s'appelle Médée rejoint Jason dans sa chambre et lui dit que s'il promet de l'épouser et de l'emmener en Grèce, elle le protégera dans son épreuve. En fait, Médée c'est une sorcière et donc elle lui donne un baume magique qui va le rendre invulnérable au feu pendant une journée. Du coup, Jason il accepte et il arrive à se débarrasser des 2 taureaux. Mais Médée vient de l'avertir qu'elle a entendu que son père conspirait contre lui. Il ne va pas respecter sa parole et il veut incendier le navire Argo et tuer l'équipage au petit matin. Du coup, ils vont tout de suite s'emparer de la toison d'or. Alors c'est Médée encore qui va aider, hein. Elle va avec ses pouvoirs endormir le dragon et Jason il a juste eu à récupérer la toison. Et du coup, Jason, l'équipage et Médée et le petit frère de Médée que Médée amène au dernier moment en mode il vient avec nous, vont monter sur l'Argo et vont mettre les voiles. Ils vont évidemment être poursuivis par les navires du roi qui s'est rendu compte du vol. Et là, vous n'êtes pas prêts, Médée, elle va poignarder son petit frère, le découper en morceaux et jeter les morceaux sur le... Quand le bateau passe, ça fait... Dans les vagues, là, ça fait des trucs un peu blancs, là, de vagues qui... Enfin, de l'eau qui remonte. Elle va jeter sur le sillage, en fait, les morceaux. Tout le monde est choqué, voilà, clairement. Et elle va dire que elle a fait ça parce qu'elle sait que son père voudra forcément s'arrêter pour récupérer les restes de son frère. Et donc, comme ça, ils vont pouvoir les distancer. Ça fonctionne, ça vaut ce que ça vaut, mais ça fonctionne. Le retour n'a pas été plus cool que l'aller, donc ils vont aborder l'île de la magicienne Circé, ensuite ils vont traverser la mer des sirènes, ils vont ensuite affronter le géant de bronze qui garde la crête, etc. Et c'est Médée qui souvent leur a sauvé la mise, et ils vont finalement arriver à Iolcos. Mais Pélias, même après avoir reçu la toison d'or, ne veut pas laisser le trône à Jason. Et Jason, il ne veut pas de l'aide de Médée pour régler ça parce qu'il veut pas de meurtre. Médée, elle lui promet qu'elle va l'aider mais sans tuer personne. Médée, elle va donc voir les filles de Pélias et elle leur dit que leur père, il est très âgé mais qu'elles peuvent l'aider. Et en guise de démonstration, elle va égorger un vieux bélier. Elle va le découper en morceaux. Elle va jeter les bouts dans un grand chaudron d'eau bouillante. Là, elle ajoute des ingrédients magiques et en quelques secondes, il y a un agneau qui sort du chaudron. Les filles de Pélias, elles sont convaincues et elles vont voir leur père, le tue, le découpe en morceaux et le jette dans l'eau bouillante. Mais il ne se passe rien. Elles comprennent qu'elles ont été complètement dupées, roulées dans la farine et elles vont appeler
Jason, il est horrifié et dégoûté parce que Médée a fait, et Médée, elle ne voit pas le mal. Ils vont être accueillis par le roi Créon à Corinthe et le temps va passer et ils vont avoir ensemble, Jason et Médée, 2 garçons. Mais un matin, Jason, il va voir sa femme et lui dit que le roi Créon lui propose d'épouser sa fille. Et Médée, elle est en mode, bah il sait que t'es marié, et Jason il dit ouais bah justement en fait je veux divorcer. Et il lui dit au passage que Créon veut bannir Médée parce que Créon a peur d'elle. Et il lui dit d'ailleurs mais tout le monde a peur de toi, même moi j'ai peur de toi après ce que t'as fait, d'égorger ton frère, de machin, etc. Et elle évidemment bah elle est ultra en colère. Et d'autant plus qu'elle se dit mais moi j'ai fait tout ça pour lui, moi je l'ai aidé à avoir la toison d'or, j'ai renié ma famille, j'ai tué mon frère. Et elle dit j'ai fait tout ça pour lui. Et Jason, lui, un de ses arguments, en gros de lui dire d'accepter qu'il divorce, que lui il se remarie, et surtout il lui demande de partir et que lui il garde les enfants. Parce qu'il lui dit de penser justement aux enfants et que d'être de nouveau en exil pour eux ce serait super dur pour les enfants. Au moins en restant avec lui, cette nouvelle famille serait stable. Médée, elle est du coup folle de rage, mais elle ne le montre pas. Et Jason part pour la laisser style réfléchir, et quand il revient, Médée, elle fait semblant d'être d'accord. Mais elle lui demande juste de dire au revoir une dernière fois à ses enfants. Et elle lui donne un cadeau pour sa nouvelle épouse. Médée, que la future épouse, qui s'appelle Créuse, met la robe. Elle se met à s'enflammer. Le père de Créuse veut l'aider et lui aussi il prend feu. Les esclaves veulent les aider et ils prennent feu. Au final, tout le palais de Créon finit brûlé. Jason, il est horrifié et donc il va voir Médée qui est en train de dire au revoir à ses enfants. Et donc elle lui souhaite ironiquement tous ses vœux de bonheur pour son mariage, et en ultime acte de rage, en promettant à Jason de n'être jamais heureux, elle égorge leurs 2 enfants et elle part dans les airs sur son char qui est conduit par 2 dragons. Voilà. Jason qui a une des fins. Bon, j'avoue, Oedipe c'est gore aussi. Voilà. On va passer. Alors, je vais juste vous les nommer. C'est Castor et Pollux. Je vous en ai parlé vraiment en détail dans ma vidéo sur les dieux et les déesses. Donc, pour rappel, mais ils sont héros, donc je vous les. Voilà, Castor et Pollux qui sont appelés les Dioscures. Ce sont des jumeaux très célèbres. En fait, ils ont la même mère mais pas le même père. Donc Castor, lui, il est mortel parce que c'est le fils de Tyndare, roi de Sparte, et Pollux est immortel parce que c'est le fils de Zeus. Ils sont donc considérés comme des héros parce qu'ils ont accompli pas mal d'exploits. Donc je vous ai dit qu'ils étaient présents pour aider Jason et la toison d'or. Ils ont combattu pour protéger leur sœur Hélène et leur famille. Castor, c'est un expert en combat à cheval et Pollux en boxe et en lutte. Et puis ils sont très connus parce que quand Castor va mourir, Pollux va partager son immortalité avec lui pour qu'ils restent ensemble. Donc ils représentent beaucoup. Nous arrivons maintenant à l'avant-dernier, qui est donc Orphée. Je m'excuse si je regarde par là, mais je vérifie que j'ai pas de notification de stockage ou quoi. Orphée. Donc Orphée, on le reconnaît à sa lyre. Orphée, c'est un poète. Un jour, sa femme se promène et elle est poursuivie par un homme. Elle s'enfuit et elle ne regarde pas trop ce qu'il y a à ses pieds, et donc elle ne voit pas un serpent dans l'herbe qui va la mordre. Eurydice, le nom donc de la femme d'Orphée, va mourir. Orphée, il
aux enfers. Il arrive à trouver le séjour des morts et il arrive devant le chien à 3 têtes, Cerbère, qui commence à grogner, qui est censé ne laisser passer personne, mais Orphée sort salir, se met à chanter et l'animal s'endort. Il va poursuivre sa route et à chaque fois qu'il va rencontrer un animal infernal, il va sortir, salir, chanter et il va s'en sortir comme ça. Il s'enfonce de plus en plus dans les enfers et il arrive devant Hadès et sa femme Perséphone. Hadès et Perséphone lui disent qu'à cause de sa musique qui est tellement belle, même les condamnés du Tartare, qui est la prison des enfers, ne souffrent plus alors qu'ils sont censés souffrir. Il bouleverse tout avec sa musique. Alors Orphée va leur chanter sa douleur, il raconte tout, son amour pour Eurydice, le bonheur qu'ils avaient ensemble, la perte d'Eurydice, et il arrive à émouvoir Hadès et Perséphone, ce qui est très rare. Hadès lui dit alors qu'il accepte de lui rendre son épouse, mais à une condition. Orphée, il doit partir devant. Eurydice va le suivre et Orphée ne doit pas se retourner avant d'avoir rejoint la lumière du jour. Orphée est trop content, il accepte et il fait donc tout le chemin inverse. C'était donc un long chemin, mais il est content. Une fois qu'il arrive, qu'il repasse devant Cerbère, il commence à avoir un doute. Il se dit mais elle est bien derrière et puis il dit vas-y je vais pas regarder, je ne cède pas à la tentation, je continue. Il continue et il voit la sortie au loin et là, tchac, ça revient la petite voix dans sa tête et il se dit mais j'entends pas les pas de ma femme. Il se dit d'habitude Hadès et Perséphone ils sont pas gentils, ils sont sûrement en train de se moquer de moi et du coup il se retourne et là il voit Eurydice qui lui sourit tristement et qui disparaît. Orphée, il redescend près d'Hadès, mais Hadès il lui dit qu'il lui a déjà fait une faveur énorme en fait, qu'il n'a pas saisi. Et donc Orphée est obligé de remonter dans le monde des vivants, triste pour toujours. J'ai toujours détesté, en fait, j'ai toujours... cette histoire, elle est horrible, je trouve, à la toute fin, à chaque fois cette histoire, elle m'a toujours laissé un goût amer en bouche. Et le dernier héros, ça va être assez court, c'est Achille. Donc Achille, son histoire, c'est que sa mère voulait le rendre immortel et donc elle l'a plongé dans le fleuve Styx des enfers. Mais pour le plonger, elle pouvait pas le plonger, le lâcher, sinon il fallait le tenir et donc elle l'a tenu par le talon. Et donc il va devenir, en fait, toutes les parties immergées dans le Styx sont invulnérables, mais le talon par lequel elle le tient est comme le talon de tout le monde et donc c'est sa seule vulnérabilité. Et c'est de là que vient d'ailleurs le talon d'Achille. En tout cas, il est pratiquement immortel et invincible au combat. Il est héros parce qu'il a une force surhumaine, il est capable de terrasser n'importe quel adversaire. Il est très courageux, il va jamais hésiter à combattre ses ennemis. Et il est quand même assez colérique. Par exemple, dans l'Iliade d'Homère, il va se retirer d'un combat par orgueil parce qu'il est en colère contre Agamemnon. Achille, c'est le héros central de l'Iliade, justement. Il combat aux côtés des Grecs contre Troie. Il va tuer le
savez, je tourne dans ma chambre